Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème économique important. L'éco-version franc CFA est-elle la solution pour les pays de l'UEMOA? Bonjour, M. Gay. Bonjour, chère madame. En quoi le franc CFA a été un handicap pour le développement de nos pays? Je vous remercie beaucoup, chère madame, pour la question importante que vous venez de poser. Question qui vient à son heure. Comme vous le savez, le gouvernement français vient, je pense que c'était il y a 2 jours, d'adopter en Conseil des ministres un projet qui doit passer à l'Assemblée nationale française, un projet de décret, dont l'objet est bien entendu d'entériner cette disparition du franc CFA. Cette disparition du franc CFA et le changement de nom, du nom en éco. Alors, vous avez posé la question de savoir en quoi ce franc CFA a été un échec pour nous. Il faut rappeler que c'est une monnaie qui a été créée en 1945. Ça fait très longtemps, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est une monnaie qui a été laissée par la France en partant en 1960. Donc ça fait partie des vestiges coloniaux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette monnaie a été considérée par la France, notre ancienne puissance colonisatrice, comme un cordon ombilical qui devait nous lier. Parce que la France, en partant, voulait sauvegarder ses intérêts. Cette monnaie, donc, avait un soubassement qui était favorable à l'ancienne métropole. C'est d'abord ce qu'on appelle une convertibilité illimitée de notre monnaie, premièrement. C'était également le fait que 50% de nos avoirs en devises issus de l'exportation, que ces avoirs étaient logés au trésor français. Donc ça veut dire qu'on ne rapatriait pas l'ensemble de nos devises suite à nos exportations, ce qui était un problème. Alors, l'autre chose, c'est que la France était, bien entendu, présente dans les organes de gouvernance de nos banques centrales. Il faut dire quand même qu'il y avait 3 banques centrales, parce qu'il y avait 3 zones concernées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y avait l'UEMOA qui était en Afrique de l'Ouest. Vous avez également la CEMAC qui était en Afrique centrale, et vous aviez également le Comore qui avait sa propre banque centrale. Donc en tout, ça faisait 15 pays. Alors, mais cette monnaie n'a pas réussi à arrimer nos pays au développement, pour une raison très simple, parce que d'abord, le fait de dire que je vous garantis votre caractère, j'allais dire, moderne de monnaie, hein, la garantie illimitée donc, de notre monnaie, ça pourrait paraître une bonne chose, mais derrière, il y avait l'obligation de déposer 50% de nos avoirs en devises dans le compte du Trésor français. Donc ça c'était vraiment un problème. Le deuxième problème, c'est que, comme vous le savez, la monnaie est l'expression d'une souveraineté nationale. Je me rappelle de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, français, qui disait il y a de cela des années, bien avant la dévaluation du franc CFA, intervenue en 1994, que la monnaie est l'expression de la souveraineté nationale de chaque pays et qu'on ne pouvait pas toucher à ça. Mais pourtant, nous, lorsqu'on était dévalué en 1994, il disait qu'il nous a semblé que c'était la meilleure solution pour ces pays-là, en nous désignant. Donc vous voyez là-bas, il y avait du 2 poids, 2 mesures. Donc ce caractère infantilisant
Alors, ce caractère également, j'allais dire, où une partie de nos réserves est déposée au niveau du Trésor français, mais également le fait que cette monnaie n'a pas réussi à développer l'intégration entre nos zones monétaires africaines. Parce que figurez-vous qu'entre la CEMAC et nous, le taux de commercialisation, le taux d'intégration, alors en termes de commerce, n'est que de 3% depuis lors, alors que nous avons pratiquement la même zone monétaire. Figurez-vous également que lorsque vous avez, vous, votre propre monnaie, vous allez en Afrique centrale, vous ne pouvez pas dépenser cela, parce que ce n'est plus valable là-bas. Donc ça freine l'intégration. Alors, donc, tous ces facteurs-là font que je pense que le CFA n'a pas été une monnaie, j'allais dire, favorable pour nos pays. Et les résultats, d'ailleurs, l'ont démontré. Parce que aussi bien le PNUD que le FMI ont montré que nos pays, je veux dire les 8 pays de l'UEMOA, nos pays, parmi les 8 pays de l'UEMOA, une très bonne partie faisait partie des pays les moins avancés dans le monde. Dans le monde, je dis, si vous prenez l'ensemble des pays de la zone franc, sur les 15 pays de la zone franc, 6 pratiquement faisaient partie des pays les plus pauvres du monde. Alors, donc ça montre que le système n'a pas bien marché, parce qu'à côté également de ces piliers dont je faisais allusion tout à l'heure, il y avait aussi les piliers de ce qu'on appelle le taux de change. Le taux de change, c'est-à-dire la parité entre l'euro, enfin entre le franc CFA et l'euro, qui est une parité fixe de 1 euro égale 655,957 francs CFA. Or, en économie, vous savez très bien que lorsque vous êtes arrivé à un taux fixe, vous arrivez difficilement à exporter. Et peut-être que c'est ce qui explique aujourd'hui toutes les difficultés que nos pays ont pour industrialiser leur pays, pour arrêter cette spirale infernale des importations. Et d'ailleurs, la Chine nous a montré le bon exemple. Parce que la Chine, à la faveur d'une monnaie très faible, le yuan chinois, a réussi à avoir une très bonne politique monétaire qui lui a permis de rehausser le yuan, de le descendre de temps en temps, et tout ça pour contrecarrer les États-Unis. Au point où, force est de constater que la Chine était même devenue, et même encore, une créancière nette des États-Unis. Donc, ça dit que la Chine prête aux États-Unis. Et je lisais un rapport qui parlait de plus de 1000 milliards de dollars de prêts faits par la Chine aux États-Unis, parce que la Chine, effectivement, utilise sa monnaie comme une arme de combat économique, parce que la monnaie, c'est vrai, doit être l'expression de la situation économique d'un pays, de ses forces, mais également de son cadre macroéconomique. Mais je pense que la monnaie doit également être un instrument pour infléchir également, j'allais dire, la politique économique. Et enfin, pour terminer, je voudrais également souligner un aspect qui me paraît très important. Vous savez qu'il y a des gens qui sont toujours pour le franc CFA. Mais ces gens-là, ce qu'ils avancent comme raison, c'est la stabilité, en se disant que le franc CFA est une monnaie stable. Ça ne sert à rien de changer une monnaie stable. Mieux vaut en allant en Côte d'Ivoire avec une monnaie qui sera acceptée, etc. Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que cette stabilité-là, dans la pauvreté, n'est pas une bonne chose. Vous savez que, par exemple, notre banque centrale utilise des objectifs vraiment qui ne sont pas très ambitieux. L'objectif principal de la banque centrale, c'est essentiellement de limiter l'inflation. Donc, c'est un objectif monétaire. Limiter l'inflation. Alors que vous allez aux États-Unis, la Banque centrale va vous dire que moi, mon objectif, c'est le plein emploi. J'aime que tout le monde travaille. Alors, donc je crois que ce dogme-là, il faut le revisiter. Ça a été créé par un très grand économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui avait dit, mais écoutez, il faut qu'on serre la ceinture pour que les prix ne repartent pas.
Mais je pense qu'avant de parler des prix, il faut d'abord et avant tout parler de la production et parler également de la relance économique, faire comme les États-Unis en disant que nous voulons le plein emploi. Donc je crois que ça a été une hérésie et qui continue encore. Et ça aussi, ça explique pourquoi le taux de financement est très faible dans nos pays. Vous allez aux États-Unis, on vous parle de plus de 100% de taux de financement de l'économie, mais chez nous, on vous parle de 20-25% de taux de financement, pour la simple raison que, en serrant les vis, on ne relance pas l'économie, et en ne relançant pas l'économie, on ne résout pas le problème de l'emploi, et bien entendu, comme on le disait la dernière fois, tout ceci peut engendrer des problèmes de pauvreté. Donc je crois que le franc CFA n'a pas été une monnaie utile pour nous, ça a été vraiment une monnaie qui nous a beaucoup handicapés depuis 1945, date de sa création. Pourquoi la France et les pays de l'UEMOA ont décidé de contourner l'agenda de la CEDEAO? C'est une excellente question, madame, que vous venez de poser. Alors, vous avez raison, parce qu'en décembre, moi, curieusement, j'ai entendu le président Alassane Ouattara, qui était le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Alors, à côté du président français, M. Macron, qui était en visite dans la sous-région, donc, contre toute attente, annoncer la fin du franc CFA. Alors, je pense que du point de vue symbolique, ça n'a pas été une bonne chose, parce que la monnaie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expression d'une souveraineté nationale. Donc, il appartenait, à mon humble avis, hein, peut-être que je peux me tromper, mais je pense qu'il appartenait, à mon humble avis, aux chefs d'État et de gouvernement de nos pays, après consultation de nos populations, eux-mêmes de dire, ces chefs d'État, que nous mettons fin à cette monnaie qui ne nous sert pas. Mais curieusement, ça a été vraiment un tandem qui a eu à annoncer la fin de cette monnaie. Alors, sans doute, il y avait une volonté également pour la France de montrer qu'elle est dans le processus. Vous savez que l'ECO est une retrouvaille de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui comporte 15 États de l'Afrique de l'Ouest, y compris des États anglophones, dont le Nigeria est aujourd'hui la principale locomotive. Alors, donc, le fait j'allais dire, de devancer les pays anglophones en disant que nous, on va prendre l'ECO comme nom de notre CFA, comme nouveau nom de notre CFA, je crois que c'était une façon un peu de torpiller le processus. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément, c'est que je pense que le président Emmanuel Macron, également en faisant cela, a voulu encore une fois montrer la suprématie de la France dans le processus, sachant que la France, malheureusement, est aujourd'hui en perte de vitesse, un pays vraiment très endetté, un pays où la croissance n'est pas très forte, un pays qui est obligé de compter sur son précaré pour montrer effectivement ses velléités de domination. Mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça a été une erreur stratégique. Le fait d'avoir contourné les pays de la CEDEAO, le fait d'avoir torpillé le processus, et le fait d'avoir, pour la France, voulu défendre ses propres intérêts dans le cadre, effectivement, de cette opération. Mais je pense que là aussi, il faut dire que nos chefs d'État, à mon avis, n'ont pas été très responsables, là aussi, parce qu'il aurait fallu quand même que ces chefs d'État-là prennent les devants, annoncent cette très bonne nouvelle, enfin cette nouvelle, j'allais dire, pas de la très bonne nouvelle, hein, cette nouvelle à leur population, mais ils ne l'ont pas fait, préférant laisser la France s'en occuper. Donc vraiment, en gros, je pense que ça a été une erreur stratégique, une erreur tactique de la France, et j'espère que ça va être corrigé très rapidement. Est-ce que les réformes introduites par le franc CFA, version ECO, sont-elles satisfaisantes? Alors, ces réformes sont, à mon avis, peu satisfaisantes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que
ce sont des réformes, moi je les ai appelées des réformettes. Oui, je les ai appelées des réformettes. Pourquoi? Parce que, en gros, il y avait 2 à 3 récriminations de notre société civile, de nos économistes, etc. C'est d'abord de dire ceci. Il faut que le nom-là, qui a une charge trop lourde du point de vue historique, puisse changer. Donc, finalement, il a été décidé de changer le nom. Ce n'est plus franc CFA, mais ECO. Mais c'est cosmétique. C'est bien du point de vue symbolique, mais ça ne résout pas le problème. Deuxièmement, la France a dit les 50% de réserves que vous aviez l'habitude de déposer au Trésor français, vous n'allez plus le faire. Mais en ne disant pas quelle est la contrepartie contre cela. La France aurait dû dire, mais écoutez, vous ne le faites pas, mais à partir de maintenant, voilà le mécanisme que je mets en place. Mais ils ne l'ont pas dit. Comment tu peux apporter une garantie à quelqu'un, maintenir cette garantie-là, et derrière, vous n'allez pas vous rémunérer. Ça, je me pose des questions, moi, en tant que quelqu'un qui a travaillé longuement dans un fonds de garantie. Donc je crois que là, il y a une question sans réponse. Et cette question-là, il faudrait qu'un jour qu'on puisse l'aborder pour voir, en cas de diminution drastique de nos réserves, est-ce que la France, lorsqu'elle sera appelée en garantie, va accepter de sauver les économies africaines? Là, on ne le dit pas, et ça, c'est un problème de fond. Alors, donc là aussi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir dessus. La France dit que je vais enlever, moi, mes représentants dans, j'allais dire, le processus de gouvernance. C'est très bien, mais en le faisant, maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que maintenant les décisions vont être contrecarrées au niveau des chefs d'État, c'est-à-dire des discussions informelles? Et là aussi, malheureusement, les accords ne le disent pas. Et je crois qu'il est important de faire toutes ces précisions-là de manière à défendre les intérêts supérieurs, effectivement, de nos nations. Quelles sont les mesures complémentaires à prendre? Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'on ne peut pas critiquer seulement sans faire des propositions. Vous savez, en 2017, Dieu avait fait que j'avais produit un article dans l'hebdomadaire français Le Point. Et j'avais dit à l'époque qu'à mon avis, il fallait changer le nom. Bon, effectivement, ça a été fait maintenant, c'est très bien. Alors, à l'époque, notre proposition, c'était de dire qu'il fallait faire baisser les réserves. Parce que 50% c'était trop, parce qu'on n'a jamais été appelé, la France n'a jamais été appelée, effectivement. Vous savez, lorsque la situation de l'Union était telle qu'il fallait redresser, la France devait normalement renflouer, mais elle a préféré dévaluer. Donc, il n'y avait pas de risque. Mais là aussi, le fait d'avoir dit que je fais baisser, j'annule cette obligation de déposer 50%, je crois que c'est une bonne chose, mais encore une fois, en filigrane, il peut y avoir un calendrier caché, parce qu'on ne sait pas à partir de quoi la France va encore, comment dirais-je encore, compenser cette perte en termes de non-réception d'avoir à l'exportation de la part de nos États. Alors, la troisième chose, c'est que moi j'avais proposé également dans cet article qu'on puisse avoir un panier de monnaie flottant, au lieu d'avoir une parité fixe comme on l'a actuellement. Cette parité fixe handicape nos exportations. On ne peut pas avoir une parité fixe. La Chine n'a pas de parité fixe. Les États-Unis n'ont pas de parité fixe. Pourquoi on veut continuer à avoir une parité fixe? Donc je dis, il faut un panier de monnaie. En fonction de nos principaux clients, de nos principaux fournisseurs, prendre leur monnaie et puis faire varier notre monnaie de manière à ce que lorsque nous avons intérêt, nous le relevons, lorsque nous n'avons pas intérêt, nous le rabaissons. Donc ça, on n'y est pas arrivé. Et enfin, la dernière proposition que j'avais faite à l'époque, c'était de dire qu'il faut revoir la gouvernance. La gouvernance.
Moi, je pense qu'il y a des pays africains qui ont bien réussi. Le Ghana a bien réussi. Par exemple, un pays comme le Kenya a bien réussi. Le Botswana a bien réussi. Pourquoi ne pas coopter nos frères-là au niveau de nos banques centrales pour qu'ils puissent nous apporter notre expertise pour que vraiment on puisse aller très rapidement dans une bonne évolution monétaire qui soit compatible avec notre évolution économique. Vos réponses ont été très pertinentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Ne quittez pas, voici votre version à Wolof. Merci.